Bonsoir à toutes et tous, bienvenue à cette troisième webconférence de Mars Bleu que nous avons co-organisée avec mon réseau cancer colorectal. Et ce soir, nous avons le plaisir d'échanger avec vous autour des bienfaits de la kinésithérapie. On a trouvé avec Laure et avec Cyril que c'était un sujet très intéressant et surtout, vous allez le voir, extrêmement utile en post-opératoire. Donc, nous serons avec Madame Dumas. Donc, Madame Dumas, bonsoir. Vous êtes kinésithérapeute libérale à Montpellier et vous avez une vacation. Vous intervenez auprès de l'ICM, donc l'Institut de cancérologie de Montpellier, en soins d'oncologie de sexologie. C'est bien ça? Oui, tout à fait, c'est ça. Bonsoir et Enchantée. bienvenue et merci d'être avec nous. Et donc, nous sommes avec Cyril. Donc, Cyril qui est extrêmement connu sur mon réseau cancer colorectal puisqu'il est co-responsable du réseau. Tu es patient expert et tu es aussi patient. Et donc, toi, tu vas partager avec nous ton parcours de soins et les bienfaits de la kiné, ton expérience autour de la kinésithérapie. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous. Laure, est-ce que je te laisse la parole ? Alors, juste très rapidement, quelques mots d'accueil pour toutes les personnes qui nous rejoignent ce soir, pour dire aussi qu'on est très heureux cette année de faire cette première série de webconférences qui est vraiment dédiée aux patients et aux proches et finalement à plein de sujets très concrets pour mieux comprendre et mieux être soutenus. Et effectivement, en échangeant avec Cyril, avec Colette, donc nos co-responsables de mon réseau cancer colorectal, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses dans le quotidien des gens après un certain nombre de chirurgies, de remise en continuité, etc. Et qu'on se sentait souvent très seul. Et qu'en échangeant, en partageant plein d'informations, on pouvait changer la vie, la qualité de vie des gens. Donc, je ne vais pas être plus longue. Je pense que Cyril va nous partager son expérience. Et puis après, on vous retrouvera Madame Dumas pour mieux comprendre les rôles spécifiques de la kinésithérapie. Donc, bienvenue à tous et à toi la parole, Cyril. Merci, bonsoir à toutes et tous. Je fais un petit coucou à Colette, donc, qui est co-responsable de mon réseau cancer colorectal avec moi. Je sais qu'elle est connectée. Donc, moi, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. J'ai été diagnostiqué à tout juste 50 ans, donc avant de passer par le dépistage du cancer colorectal. Et Mars Bleu est le mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal. Donc, c'est pour ça qu'on fait ce genre de conférence aujourd'hui. Et c'est très important. Ce n'est pas le sujet du soir, mais d'autres conférences en ont parlé avant et en parleront après. Et n'hésitez pas à venir voir sur nos réseaux toutes les actions qu'on fait pour ça et tout ce qu'on fait pour essayer de booster ce dépistage. Donc moi, j'ai été dépisté directement parce que j'avais des saignements dans les selles et donc j'ai eu le droit à une coloscopie. Et rapidement, cette coloscopie a montré qu'il y avait un gros polype au niveau du sigmoïde. Donc c'est marqué sigmoïde colon, là, c'est en anglais, excusez-moi pour la diapositive. Et du coup, une fois que cette partie a été identifiée, j'ai eu les traitements de radiothérapie et de chimiothérapie. D'ailleurs, un aparté, ce que je vous raconte ici, c'est ma vie de patient, mes traitements de patient et mes effets secondaires de patient. Chaque cancer est différent, chaque patient est différent. Tout ce que je vais vous raconter qui me concerne ne concerne pas forcément tout le monde. Beaucoup vont s'y retrouver, mais pas forcément tous. C'est pour dire il ne faut pas créer une angoisse par rapport à ça. Bon, bref. Après ces traitements de radiochimiothérapie, j'ai eu une chirurgie où on m'a enlevé la tumeur, qui c'est marqué tumor là sur la diapositive. Donc en fait, la partie qui a été coupée était enlevée. Et pendant un petit bout de temps, j'ai une stomie, c'est un autre webinaire dont on parlera à la fin du mois, qui a été posé pendant quelques mois afin de protéger la cicatrisation de ces deux bouts qu'on va recoller, ce que vous voyez sur la droite de la diapo, il faut bien recoller les deux bouts, donc j'ai une stomie. Et du coup, cette partie qui a été enlevée, qui est le rectum, qui est un organe quand même très important, puisqu'en fait, cette épaule rectale, c'est celle qui va recevoir les selles et qui, à un moment, va vous envoyer le signal, il faut aller aux toilettes, il ne faut pas aller aux toilettes, j'ai envie d'exonérer, évacuer des selles, ou j'ai envie de lâcher un gaz. Et en fait, la problématique, quand on a cette ablation du rectum, c'est que d'abord, on va aller au moment de la remise en continuité, donc c'est ce qu'on voit sur le schéma de droite, quand on rabouche le bout de côlon à ce qui nous reste de l'anus, on va avoir des problèmes d'envie d'aller aux selles très souvent. On
on va avoir des problèmes d'incontinence. Cette envie d'y aller souvent, ça peut être l'impériosité. Mais là, contrairement à quelqu'un de normal qui peut attendre 1 heure ou 2 peut-être avant d'y aller, là, nous, on n'a que quelques minutes. Il y a une fréquence qui est énorme. Hein. Au début de ma remise en continuité, c'était une 30aine de fois par jour. Et après, il y avait la non-distinction sel ou gaz. Donc, en fait, tout ça, c'est une grosse problématique. Et ces problématiques, je les ai réglées relativement rapidement grâce à la kinésithérapie, qui est le sujet de ce soir. Donc, je pense que Madame Dumap va vous donner, je ne vous donne pas les termes, on pourra y revenir derrière si vous avez des questions, mais tous les termes vont être expliqués de tous les traitements que j'ai suivis par Madame Dumap. Oui, ben c'est une très très belle explication de la problématique. Et moi, en tant que kiné spécialisée en pelvipérinéologie et anorectale, parce qu'il faut aussi comprendre que le périnée, c'est autant le problème urinaire que le problème fécal. Je vais essayer d'être assez, on va dire, je vais simplifier la rééducation, mais enfin, je vais vous expliquer un petit peu tous les moyens qu'on peut mettre en œuvre pour aider les patients. Et comme tu l'as bien dit, Cyril, chaque cancer est différent, chaque problématique et chaque symptôme va être traité. On ne peut pas trop savoir à l'avance les résultats, mais voilà, on évolue petit à petit avec chaque patient. Du coup, je ne sais pas, il faut que je partage mon écran. C'est fait, merci. Alors, je fais un petit rappel des soins de support. Ça concerne donc tous les soins qui prennent en charge surtout les conséquences des cancers et des traitements. Et on trouve évidemment, la kinésithérapie fait partie de ces soins de support à divers moments de la pathologie. Ça peut être pour une récupération musculaire, ça peut être des massages, ça peut être pour les traitements de la douleur. Mais là, moi, je vais vraiment vous parler de la kinésithérapie périnéale. Ils peuvent être donc proposés tout au long du parcours, pendant les traitements et même après. Et donc, ça vise vraiment à maintenir la qualité de vie de nos patients. Alors, la rééducation périnéale, à savoir que donc, on peut la retrouver dans les soins de support au CHU, à l'hôpital, ou en centre de lutte contre le cancer. Là où j'interviens, moi, c'est l'ICM, ça fait partie des centres de lutte contre le cancer, ou en libéral aussi, parce qu'on n'a pas toujours des kinés sur place, donc on peut être suivi chez des spécialistes en libéral. Alors, les kinés, ils doivent être spécialisés vraiment en pelvipérinéologie. Il faut savoir que nous, on est diplômés, on a vraiment, pendant nos 3-4 années d'études, ça dépend maintenant la génération dont on vient, on a on aborde la périnéologie à la fin de nos études, mais si vraiment on veut vraiment se spécialiser, il faut faire plusieurs formations. Alors, c'est sur prescription médicale, c'est le médecin qui peut prescrire les séances, et c'est remboursé par la sécurité sociale. Alors, petite définition du périnée, je vais essayer d'être assez simple. Le périnée, c'est quoi? C'est l'ensemble des tissus qui forment le plancher du petit bassin entre l'anus et les parties génitales. En fait, il s'étend du pubis au coccyx. Ce périnée, en fait, on pourrait le comparer à un plancher, le plancher d'une maison. Il soutient tout ce qui est au-dessus, à savoir tous les organes et les viscères. Et en fait, c'est là il contient l'extrémité inférieure des voies digestives, urinaires et génitales. Il a plusieurs fonctions. Lors du bilan, on va faire connaissance avec le patient. Ça va vraiment être un moment d'échange. On va vraiment aborder toute l'histoire de la maladie. On va parler des antécédents obstétricaux, chirurgicaux. On fait un bilan un peu psychosocial. On voit un petit peu si les personnes sont mariées, s'ils ont des enfants, des petits-enfants. On évalue un petit peu dans quel milieu ils vivent et on évalue les gènes et les symptômes. Donc, ça va être très important de prendre ce temps d'échange pour pouvoir évaluer et voir vers où notre rééducation va nous mener. On va aussi faire un examen clinique assez complet, analytique, et on va regarder un petit peu ce qui gêne fonctionnellement les patients. Alors moi, dans ma rééducation, je passe beaucoup de temps à expliquer aux patients le périnée, où est-ce qu'il se trouve. Vous voyez, j'ai mis deux
deux planches anatomiques chez l'homme et chez la femme, puisque le périnée, c'est aussi chez l'homme. Il n'a pas la même forme, mais il a les mêmes fonctions. Et donc, vous voyez en orange le périnée qui s'étend donc du pubis jusqu'au coccyx et qui soutient les organes. Ce périnée, il permet de retenir les urines, permet de retenir les gaz et les sels. Et ensuite, il a aussi une fonction dans la sexualité. Donc ça, c'est assez important aussi à prendre en compte. Donc, je passe du temps pour expliquer comment fonctionnent les urines, comment fonctionnent les selles, ce que nous a expliqué Cyril, hein, l'envie d'aller à la selle, évacuer le rectum complètement. Et de là, j'explique comment ça marche normalement. Et ensuite, j'explique aussi ce qui s'est passé chez les patients, si on leur a enlevé une partie du rectum, s'il y a une cicatrice, j'explique sur le schéma. Donc ensuite, on a aussi des planches, là, c'est une autre vue du plancher pelvien, à gauche chez l'homme et chez la femme. Tout ce qui est rouge correspond aux muscles du périnée. Donc vous voyez qu'il y a vraiment plein de faisceaux musculaires dans différents plans. Donc c'est assez complexe. Et l'anus que vous voyez fait partie du muscle, enfin, fait partie du périnée. On ne voit pas, mais le sphincter de l'urètre aussi fait partie du périnée. Il est un petit peu plus profond. Hein. Le périnée, il s'étend d'un plan superficiel à un plan plus profond. Alors, les objectifs de la rééducation, comme je le disais, donc, le périnée, il permet d'avoir la continence urinaire. La continence, ça veut dire de pouvoir retenir les urines. Donc, il rétablit la continence urinaire et ou fécale, donc ça peut être les selles, et les gaz aussi. Hein, il faut pouvoir retenir, sentir les gaz arriver et les retenir. Le périnée, la rééducation permet aussi de prévenir la détérioration de la statique pelvienne, c'est-à-dire ce qu'on appelle les descentes d'organes. Lorsque les patients ont des difficultés à uriner ou des difficultés à aller à la selle, ils peuvent être amenés à pousser pour vider les urines ou les selles, et ça peut provoquer des descentes d'organes, c'est-à-dire une descente de la vessie, des hémorroïdes. Tout ça, c'est des prolapsus, ce qu'on appelle des prolapsus. On peut aussi traiter des douleurs. Donc les douleurs périnéales, ça fait partie par exemple des conséquences des traitements comme la radiothérapie ou la chimiothérapie, qui peuvent avoir comme conséquence des sécheresses vaginales ou des sténoses du canal anal. Donc ça, c'est pareil, c'est assez douloureux et la rééducation peut traiter les douleurs, il faut le savoir. Et évidemment, comme je vous en ai parlé, le périnée a un rôle énorme au niveau de la sexualité, et dès lors qu'on va toucher à ses fonctions, on peut avoir des dysfonctions sexuelles. Alors les moyens, il y en a vraiment plusieurs, on ne les utilise pas tous, ça dépend vraiment de notre bilan. Donc d'abord on a la rééducation qui est, on va dire, manuelle, on peut venir être amené à expliquer déjà la conscience périnéale, savoir contracter son périnée. Moi, je vais utiliser beaucoup d'images mentales, retenir un gaz, retenir l'envie d'uriner, aspirer, c'est comme si on faisait remonter le plancher pelvien, enfin, des images que j'évoque, il faut que je trouve le moyen de faire contracter les patients. Lorsqu'on a des tensions, on peut être amené à faire des massages. Alors, ça va être surtout des levées de tension, parce qu'on peut retrouver des contractures, hein, c'est comme tout muscle. On peut avoir des contractures, donc ça peut être des levées de tension. Le massage abdominal, c'est aussi le transit. Hein, pour aider à réguler le transit, on peut être amené à masser pour accélérer le transit, pour le diminuer aussi. Ça peut aider. Ça lève les tensions dans le ventre pour les douleurs, ça peut permettre d'évacuer des gaz. C'est assez décontractant, ça fait ça fait du bien. Donc ensuite, on peut avoir la rééducation, ce que j'appelle respiratoire abdomino-diaphragmatique. C'est l'apprentissage d'une respiration pour détendre justement le périnée. Quand on a des douleurs, quand on a des difficultés à relaxer, c'est un petit peu issu de la rééducation aussi, de ce qu'on appelle la méditation. On utilise beaucoup la respiration abdomino-diaphragmatique. Ça va nous aider à sentir la décontraction du périnée. En même temps, on va faire un travail postural et génique. Ça, c'est parce qu'on va réintégrer le périnée à la fonction. C'est-à-dire que si j'ai des patients qui sont très sportifs ou même
pas trop sportifs, moi, je vais les aider un maximum à retrouver la vie qu'ils avaient avant. Je vais les pousser à retrouver, à aller faire du vélo, à aller faire du jogging, etc. Il va falloir qu'on réintègre le périnée pour retrouver cette vie. Et la rééducation, après, alors là, je vous en parlais un petit peu plus longuement derrière, elle peut être instrumentale. Alors, on parle de biofeedback, d'électrostimulation. Je vais vous expliquer après ce que c'est. Certaines femmes ont pu connaître cette rééducation-là dans le cadre des postpartum. C'est quand même quelque chose qu'on utilise assez facilement avec donc des sondes. Je vais vous les montrer tout à l'heure. Et donc ça, c'est une rééducation qui nous permet de visualiser le périnée sur un écran d'ordinateur, qui donc va nous donner un rétrocontrôle. Et le patient va pouvoir voir ses progrès. On va enregistrer les séances. On verra s'il contracte plus fort, moins fort. Ça permet vraiment de visualiser. C'est assez ludique, on va dire, et pratique pour le kiné. Et puis, on va vraiment avoir un conseil, un rôle de conseil, d'accompagnement. Alors, notamment dans l'utilisation des dilatateurs vaginaux. Je vais vous expliquer aussi ce que c'est. Hein, c'est que dans le cadre dans le traitement des cancers, même pas que le colorectal, hein, ça peut être dans les cancers gynécologiques, on a comme conséquence au niveau de la radiothérapie une espèce de rétraction des tissus, une fibrose qu'on appelle, et on demande aux patients d'utiliser des dilatateurs, et nous les kinés, on peut vous accompagner et vous aider à les utiliser comme il faut. Ça peut vous sécuriser et on est là comme aidant. On le fait au sein des séances et après vous le faites à domicile. Alors le biofeedback, comme je vous ai dit, c'est vraiment, alors la définition est très longue là. C'est vraiment une méthode qui utilise une rétro-information externe instrumentale, comme je disais, comme moyen d'apprentissage. Donc à l'aide de témoins sonores, visuels, le biofeedback rend perceptible un état physiologique, c'est-à-dire l'état dans lequel est le patient, hein, la contraction. Et cette méthode va lui permettre de retrouver une fonction périnéale correcte, c'est-à-dire qu'il va pouvoir corriger les anomalies. Je vous montre. En fait, là, vous voyez, le patient il est installé sur une table. Là, c'est une patiente, en l'occurrence, ça pourrait être un homme. Il est installé donc sur une table. Et vous voyez, il y a des fils. Alors, ces fils sont reliés à un ordinateur. Et en fait, le fil est relié à ce qu'on appelle donc une sonde qui peut être soit mise au niveau du vagin, parce que là, elle va être au milieu du périnée, et ça va concerner plutôt tout ce qui va être périnée et urinaire, soit une sonde anale qu'on va pouvoir mettre au niveau anal, et là, ça sera plutôt pour traiter tout ce qui est problème fécal ou gaz. Et donc, on va avoir un lien avec un ordinateur. Là, on ne parle pas d'électricité, hein, c'est-à-dire qu'en fait, la sonde permet de retranscrire à l'écran l'activité électrique du muscle. Donc, vous voyez, j'ai marqué, c'est un peu comme si on jouait avec une console. Effectivement, c'est assez ludique, hein, mais bon. On voit une courbe hein, qui monte et qui descend. Je vais vous montrer un petit peu plus loin. Donc là, je vous parle des sondes. Alors, on a des sondes qui sont vaginales. La première à gauche, c'est une sonde anale. La deuxième est une sonde vaginale. Elles ont différentes formes. La troisième aussi est une sonde vaginale pour les petits vagins qui sont atrésiques, on va dire, donc un petit peu plus petits. Et la quatrième aussi est une sonde vaginale. Donc, en fonction du bilan du kiné et de l'examen clinique qu'on aura effectué, on va être amené à prescrire cette sonde. Les kinés peuvent la prescrire. Les médecins aussi peuvent la prescrire. Moi, j'aime bien la prescrire parce que je vais donner le modèle exact. Hein, voilà, je ne donne pas de marque, il n'y a pas vraiment. Mais en fonction du bilan, on va établir quel type de sonde on va utiliser. Et donc, vous voyez, ce qui est doré et gris, ce sont les électrodes qui vont capter l'activité électrique du muscle et qui vont la retranscrire sur l'écran de mon ordinateur. Ça s'appelle des sondes EMG. Et voilà, donc là, le patient, vous le voyez, il a son écran devant lui et il a donc différentes courbes à suivre. Donc la première en haut qui fait des formes de triangle, ça permet de travailler des fibres musculaires qui vont être rapides, c'est-à-dire que le patient va contracter assez rapidement et fort, et puis il va relâcher. Donc ça lui permet de visualiser dans quel état il est au niveau de son périnée. Et la deuxième que vous voyez, c'est une courbe qui va travailler plutôt l'endurance du muscle. Et donc, avec ça, on va pouvoir travailler le contrôle périnéal dans la contraction, dans la relaxation. On a aussi l'utilisation de sondes manométriques, ça veut dire pression. C'est-à-dire que vous voyez, les sondes là, elles sont gonflées avec de l'air. Et là, quand le patient va contracter avec son périnée,
Au lieu d'avoir à l'écran une activité électrique, on aura une courbe qui correspond à une différence de pression. Quand le périnée serre la sonde, ça va augmenter la pression. Quand le patient va relâcher, la pression va diminuer et là aussi la courbe va redescendre. Sur le ballonnet de droite, dans l'encadrement bleu, là on parle de ballonnet rectal. Alors ça c'est différent. Tout à l'heure, Cyril vous a parlé d'un problème sensitif, de sentir si on avait envie d'aller à la selle, si on avait un gaz qui arrivait. En fait, cette sonde, on va pouvoir la mettre au niveau donc, de l'intestin, du côlon, du néorectum qu'on appelle quand on aura été opéré. Et en le gonflant avec de l'air, on va pouvoir travailler la sensibilité. C'est-à-dire que du coup, le patient, on va le préparer à ce qu'il va ressentir dans le futur après sa remise à continuité. Et donc, il va pouvoir venir, quand il sent quelque chose arriver au niveau de l'anus, venir travailler le réflexe du muscle et des sphincters pour pouvoir retenir les selles. Et en même temps, on va pouvoir travailler l'exonération des selles. C'est-à-dire que je vais apprendre à mon patient à évacuer ce petit ballonnet pour lui apprendre à évacuer les selles. Parce que normalement, quand on a un rectum, c'est un réservoir qui accueille les selles. C'est le rectum qui évacue les selles par une contraction automatique. Or, si on enlève ce rectum, les selles vont arriver, comme Cyril l'a dit, plus vite, ça va être urgent, mais quelquefois, on ne va pas pouvoir les évacuer complètement. Et c'est ce qui fait que le patient va aller plusieurs fois à la selle. Parce que lorsqu'il va sortir, il va avoir l'impression d'avoir terminé, il va marcher, ça va descendre, il va retourner aux toilettes. Donc moi, je vais essayer d'apprendre au patient à vider le plus possible les selles qui arrivent en bas et éviter ces fractionnements de selles pour retrouver, on va dire, une fréquence de selles à 3-4 par jour. C'est quand même beaucoup plus confortable. Donc ça, on va pouvoir aider avec ces sondes manométriques. Alors, j'ai mis les pathologies, mais ça va être des symptômes qu'on va pouvoir retrouver après traitement des cancers colorectaux et qui peuvent être traités justement avec le biofeedback et ou l'électrostimulation. Les instabilités vésicales, je vais vous expliquer, c'est en fait des envies d'uriner qui sont urgentes. Ce sont des vessies qui sont assez nerveuses et qui demandent et qui réclament souvent à aller être vidées. Ça arrive notamment après les radiations. La radiothérapie peut provoquer des instabilités vésicales. Les incontinences urinaires à l'effort, ce sont des incontinences qui vont être liées justement à un effort. C'est-à-dire quand, par exemple, à la toux, quand on éternue, quand on porte une charge, les abdominaux peuvent pousser sur la vessie et provoquer une fuite à l'effort. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir rééduquer. Les incontinences mixtes, ça veut dire qu'on va avoir les deux, c'est-à-dire on va avoir l'instabilité vésicale et l'incontinence urinaire à l'effort. Les prolapsus, ce sont les descentes d'organes. Tout à l'heure, je vous en ai parlé. Les patients qui ont tendance à pousser pour vider, parce qu'ils peuvent avoir des problèmes de vidange de vessie ou de vidange de côlon, de rectum, peuvent avoir des descentes. Donc, on va les prévenir sur ces descentes d'organes. On va apprendre aux gens à porter du poids aussi pour éviter ces prolapsus. Alors, les incontinences anales, on en a parlé tout à l'heure, c'est des difficultés de retenir les selles, alors liquides, solides, les gaz. Les constipations, c'est en fait terminal, ce sont des difficultés de relaxation du périnée pour pouvoir évacuer les selles correctement. Si le périnée, à force de subir des incontinences, devient entre guillemets hypertonique, c'est-à-dire que le périnée reste en permanence contracté, les patients se retrouvent avec des difficultés. On parle de constipation terminale, ça peut être une difficulté de vidange correcte. Ce n'est pas forcément ne pas aller à la selle. La constipation, elle démarre à partir du moment où on a la sensation de ne pas avoir fini de vider le rectum. Les névralgies pudendales, ce sont des douleurs, ce sont des douleurs de nerfs, c'est-à-dire tout le nerf pudendal qui innerve le périnée peut être comprimé à un endroit, être traumatisé par une chirurgie, et ça peut provoquer des douleurs typiques de brûlures, picotements, engourdissements. Ça, c'est quelque chose qu'on peut traiter avec de la rééducation et en particulier l'électrostimulation. Les dyspareunies, ce sont des douleurs, comme j'en ai parlé par exemple par rapport aux sécheresses vaginales. Ce sont des douleurs liées à la pénétration. Donc c'est plutôt, on parle de douleurs dyspareunie superficielle, c'est-à-dire à l'entrée de
du vagin ou des dyspareunies plus profondes, hein, en fonction de la douleur là où elle se localise. Ça, c'est pareil, on peut le traiter en rééducation périnéale. Voilà, l'électrostimulation, vous voyez, c'est que, alors, on peut le faire par l'intermédiaire des sondes que je vous ai montré précédemment. Là, c'est la machine, c'est mon ordinateur qui va venir stimuler le périnée. Alors, on a plusieurs façons de venir le stimuler. Ça peut être à visée proprioceptive. Ça veut dire si le patient ne sait pas contracter son périnée, ou ne sait pas où il se situe, en venant stimuler le périnée, ça ne fait pas mal, hein, mais ça permet au patient de ressentir son périnée, de savoir où il est, de contracter et d'améliorer sa contraction. Hein, donc, on peut renforcer les muscles du penché pelvien grâce à l'électrostimulation. Et aussi, on a des électrostimulations antalgiques. Ça, c'est pour traiter les douleurs. Ce sont des stimulations qu'on appelle basse fréquence, endorphiniques. Ça va venir soulager les patients de manière immédiate ou plus tardive. Voilà. Alors, on va toujours, en rééducation quelle qu'elle soit, essayer de donner des exercices quotidiennement pour autonomiser les patients. On va les motiver à travailler à la maison, que ce soit du renforcement, que ce soit de la décontraction. On va vraiment donner tous les conseils, on va les accompagner et on va, au fur et à mesure, à chaque fois qu'ils vont revenir au cabinet, vérifier le travail qu'ils auront fait à domicile. Dans le cadre des douleurs, notamment les dyspareunies, on va encourager les patientes notamment à faire des automassages. Ça, on va leur apprendre grâce à des crèmes. On va leur montrer comment faire pour désensibiliser la zone. Ça, c'est hyper important. On peut aussi effectuer du biofeedback à la maison. Alors, ce sont des sondes qui sont connectées. Vous les voyez là à droite. Hein. Vous avez une sonde rose là qui est connectée, qui capte les pressions du périnée. Il faut avoir au préalable fait le travail avec le périnée. Et cette sonde, elle est connectée au portable. Alors ça, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. C'est quand même un petit peu cher. Mais ça peut être aussi un moyen de rééduquer à la maison quand les patients habitent trop loin d'un cabinet et qu'ils ne peuvent pas venir systématiquement toutes les semaines. Le kiné peut vérifier le travail qu'a effectué le patient, on peut lui donner des objectifs à atteindre. Donc, ça peut être une solution intermédiaire. Une fois qu'on a fait le travail avec le kiné, on peut l'accompagner à domicile. Il y a aussi des appareils portatifs qui vont traiter les douleurs. Ça peut être remboursé par la sécurité sociale. Alors d'abord, ils sont mis en location. Ils vont être prescrits par les médecins qui sont spécialistes de la douleur. Et ils peuvent être mis à domicile plusieurs fois par jour. Et ça peut aider à traiter les douleurs aussi pelvipérinéales. Et là, je vous ai mis, on voit donc en bas, là, vous avez 5 dilatateurs vaginaux qui sont en silicone. Ils ont différents diamètres. Et c'est de ça, de ce dont je vous parlais tout à l'heure. Les patientes doivent, ou les patients, quand ce sont des dilatateurs anneaux, doivent mettre tous les jours le dilatateur, le faire passer pour pouvoir entretenir la trophicité et l'élasticité, soit du vagin, soit du canal anal. Ça arrive donc dans le cadre des sténoses du canal anal. Après, quelquefois, l'anastomose, c'est-à-dire ce que vous expliquez, Cyril, quand on raccorde le côlon à l'anus, on peut avoir une cicatrice qui peut se rétracter, se fibroser. Donc, si c'est le cas, avec les dilatateurs, on peut venir conserver, on va dire, le canal anal suffisamment ouvert pour que les selles puissent passer correctement derrière. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup pour ces informations très précieuses. On va enlever la présentation pour mieux interagir tous ensemble. N'hésitez pas à mettre vos questions idéalement dans l'onglet questions. Et merci beaucoup pour ces informations. Est-ce que Cyril, tu veux déjà peut-être toi apporter ton témoignage sur quel type de séance tu as pu faire? Est-ce que ça t'a apporté dans ton quotidien de patient? Et puis après, on va prendre vos questions et on en a quelques-unes sur le coude éventuellement.
Oui, tout à fait. Alors, moi, là, quand j'ai eu donc la remise en continuité, hein, donc quand on a enlevé la stomie et et que du coup les selles, au lieu de s'évacuer dans cette poche de stomie, s'évacuaient par les voies naturelles, donc l'anus, en passant par mon néorectum, comme je disais tout à l'heure, j'avais une trentaine de selles par jour. Donc, pas de vie sociale, pas de vie amicale, rien du tout. Et je ne connaissais pas encore tout ça, j'en avais jamais entendu parler. Et en regardant, en essayant de trouver des solutions sur Internet, à droite à gauche, pas sur MRCCR, parce que MRCCR n'existait pas encore à l'époque, mais par contre, France Colomb avait déjà mis la clé sous la porte, donc il n'y avait plus aucune association pour les maladies liées au cancer colorectal. Donc merci à MRCCR d'avoir vu le jour officiellement en mars 2021 et de maintenant amener toutes ces solutions-là. Donc, j'ai 30 selles par jour et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, ah, mais on pourrait faire, et d'ailleurs, Madame Dumas en a parlé, des séances de kiné, d'ostéo viscérale, donc avec des massages au niveau des viscères. Et ça, déjà, je suis passé de 30 selles par jour à beaucoup moins. C'était vraiment très, très bien. Et j'avais un confort de vie qui s'était amélioré. Par contre, c'était amélioré, mais pas pour rejoindre une vie, on va dire, normale. Je restais aux alentours de 15-20 selles par jour. Donc, j'ai bien diminué, mais pas encore assez. Donc, il fallait aller plus loin. Et là, en cherchant, après, je suis tombé donc sur Madame Dumas et sa spécialité. Alors, j'avais appelé plusieurs personnes, hein, ce n'est pas la première personne que j'avais appelée. Et souvent, on m'a dit, ah oui, monsieur, il n'y a pas de problème, nous faisons la rééducation pelvienne et périnéale, mais que chez les femmes. Ah, donc déjà embêtant. Donc, bah, pas grave, j'ai continué à trouver. Et bon, j'ai rencontré Madame Dumas. Alors après, entre parenthèses, j'en ai parlé à d'autres patients de l'association et autres, hommes, ils m'ont dit, ah ouais, non, mais moi, je ne peux pas aller faire ça chez une femme. Donc voilà, à partir du moment où le sexisme rentre dans les soins, qu'il soit côté patient ou côté soignant, ça va être très, très compliqué. Donc, s'il vous plaît, en tant que malade, laissez tomber ces tabous, ce sexisme, et allons vers le soin, allons vers l'amélioration de cette qualité de vie, parce que c'est énorme. Et du coup, par rapport à tout ce que vous avez raconté, Madame Dumas, moi, j'ai profité de son expérience en biofeedback, donc ce que vous avez montré avec la sonde où on fait bouger un petit curseur en comprimant les sphincters. Et du coup, il y a des exercices que je n'arrivais pas du tout à faire et la pression n'était pas bonne au début. Et en un certain nombre de séances, ça s'est vraiment amélioré et c'était énorme. Et ça, donc, j'ai remis ma qualité de sphincter, la qualité de pression, donc ils vont me permettre d'éviter les fuites et l'incontinence. C'était très, très bénéfique. Et d'ailleurs, après, donc au début, c'est des séances assez régulières. Peut-être, je ne me rappelle plus, peut-être on avait commencé une fois par semaine. Et après, ça s'est espacé. Et au final, on était sur une fois tous les 2 mois. Quoi. Donc, vraiment, c'est énorme. Et sachant que pendant cette période-là, effectivement, j'avais un appareil aussi portable, au cas où je sois en déplacement. Si je loupais ma séance, je pouvais le faire pour moi-même. Mais cet appareil portable, je ne l'ai pas acheté sur Internet ou autre, ou me le faire rembourser. J'ai fait les premières expérimentations de cet appareil portable chez Madame Dumas pour qu'elle m'explique bien le système et que je le comprenne bien et que je l'utilise à bon escient et pas n'importe comment. Et après, on a aussi fait, et ça, dans les questions, c'est pas mal passé, par rapport à justement à l'impériosité. Je dois aller aux toilettes toutes les 5 minutes, ou j'ai l'impression d'aller aux toilettes toutes les 5 minutes. Et donc, on a fait la manométrie. Et ça, c'est très important, c'est ce que je vous disais au tout début. En fait, on vous a enlevé le rectum. Et le rectum, même si ça a l'air d'être la suite du côlon, ce n'est pas les mêmes cellules dans le côlon et dans le rectum. Les cellules du rectum, leur job à elles, c'est donc, une fois qu'il y a les selles qui sont là, à récupérer, entendre la pression qu'il y a, et quand il y a une grosse pression, envoyer un message au cerveau en disant « il faut aller aux toilettes ». Et du coup, là, il y a une action sur le sphincter qui va s'ouvrir, etc. Et vous pourrez exonérer. Là, vous avez plus rectum. Vous avez des cellules de côlon qui, elles, en fait, elles voyaient passer les selles, elles récupéraient l'eau, elles récupéraient les nutriments. Bon, à ce niveau-là, c'est surtout l'eau. Et là, ce n'est pas du tout leur job. Donc, en fait, elles sentent une pression. Elles envoient au cerveau un signal qui dit il y a un problème, là, il y a un truc qui est en train de boucher, alors que pas du tout. Pas forcément. Du coup, avec cette manométrie, on va mettre un ballon au niveau de l'anus et le ballon va le gonfler. Donc, au début des séances, j'avais franchement, c'était un tout petit volume, hein, c'était vraiment un tout petit ballon. Madame Dumas le gonflait un peu et j'avais l'impression de vouloir aller aux toilettes. Évidemment, c'était qu'une impression. C'est ce que renvoyait mon néorectum au cerveau. Et au fur et à mesure, c'est comme quand vous faites de la muscu, hein, au fur et à mesure, vous gonflez, hop, il y a les bras qui vont gonfler. Bon, là, ce n'est pas pour faire gonfler les bras, mais c'est pour dire au néorectum, tu es capable d'apprécier
cette pression, donc ce volume qu'on va gonfler, sans que ça t'envoie un signal, attention, il faut aller aux toilettes. Et ça a été énorme. Ça m'a complètement… et grâce à ça, donc à ces 2 techniques, je suis passé au maximum, bon après il y a d'autres soins, une visite 5 fois par jour au sel. Après, il y a d'autres traitements qui n'ont pas été discutés ici, enfin vaguement, mais c'est passé dans les questions, qui s'appellent les irrigations transanales, qui peuvent aussi aider en supplément, mais pareil à faire sous contrôle d'infirmière et ou de kiné au début, qui après, des 5 fois par jour, vous pouvez passer à 1 fois par jour. Et ça, c'est très, très important. Et l'importance du périnée, excuse-moi, alors j'en rajoute une autre. Donc oui, messieurs, vous avez aussi un périnée, contrairement à ce qu'on croit, ça n'est pas un organe purement féminin. Et je vous rappelle que, donc on a parlé essentiellement des sphincters et du côté anorectal. Le périnée a une action aussi dans l'érection et le maintien de l'érection. Donc en fait, chimiothérapie du petit bassin peut avoir des impacts aussi sur la vie sexuelle et intime féminine et masculine, mais comme je parle d'érection là. Donc, ces rééducations périnéales sont très importantes et en fait, on peut très bien coupler les 2. Idéalement, évidemment, et ça, il y a des études qui se font derrière, la rééducation périnéale serait idéale à commencer avant la remise en continuité. Vous avez donc un néorectum, un anus et des sphincters anaux qui n'ont pas marché pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. C'est comme un bras cassé. Vous êtes plâtré du bras, on enlève le plâtre, on ne sait pas refaire ce que vous faisiez exactement avant avec votre bras. Le bras, il va avoir tendance à se replier comme il était pendant 6 mois ou 3 mois bloqué dans son plâtre. Et bien là, l'anus, les sphincters n'ont pas travaillé pendant X temps. Il n'y a pas de raison que du jour au lendemain, ils se remettent à marcher correctement. Donc, autant profiter de la poche et qu'il n'y a aucune selle qui vont passer par le rectum, le néorectum, sphincter et anus à ce moment-là, pour commencer à la rééduquer, pour que la rééducation derrière se fasse beaucoup. Et alors, après, si je peux me permettre, ouais, c'était sur la qualité des selles. Évidemment, la qualité des selles, ça va être très compliqué parce que là, il y a aussi le côté, il faut voir aussi le côté nutri. On peut avoir des selles très liquides, on peut avoir des selles très pâteuses, des selles solides, parce que c'est plutôt rare dans ce cas-là. Et du coup, c'est pas forcément la kiné qui va aider, sauf si c'est des selles très solides et qui bloquent, ben justement, le massage abdominal va beaucoup aider. Si c'est pâteux, le fait de masser, ça va permettre un petit peu, comme quand vous faites de la pâtisserie, tout ça, on met tout ça en forme et tout, mais par-dessus, et ça va recréer quelque chose qui est plus facile à exonérer. La grosse difficulté, c'est arriver à exonérer, et comme disait Madame Dumas, c'est arriver à tout exonérer en 1 ou 2 fois, et pas se dire que j'y retourne toutes les 5 minutes. Merci beaucoup, Cyril. Alors, du coup, je rebondis. N'hésitez pas à continuer à mettre vos questions dans l'onglet dédié. Avec Oriane, on va vous poser donc des questions à Madame Dumas et Cyril, tu pourras bien entendu compléter. Il y a plusieurs personnes qui, confrontées à un cancer colorectal, sont concernées par une stomie. Est-ce que pendant qu'on a une stomie, est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce que ça vaut la peine d'être orienté vers un kiné et pourquoi faire? Et effectivement, est-ce que vous pouvez compléter ou préciser ce que vient de dire Cyril, c'est-à-dire est-ce que utiliser ce temps avec la stomie pour prendre soin quand même du reste des organes qui sont au repos à ce moment-là. Voilà, quels sont vos conseils autour de la stomie en général? Oui, alors, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de recommandations. À l'heure actuelle, il n'existe pas de recommandation par rapport à est-ce qu'on fait de la rééducation avant la remise en continuité et après. Il y a des études en cours qui sont menées pour prouver l'efficacité justement de faire des séances avant la remise en continuité. Mais moi, d'expérience, puisque j'en ai quand même eu quelques-uns, c'est vraiment bien quand même de préparer les patients parce que justement, on va pouvoir leur faire ressentir des sensations, les préparer psychologiquement à ces selles. Alors, ça va peut-être pas être comme Cyril 30 fois, hein, mais on peut leur dire, voilà, ça risque d'être plus souvent, ça va vous surprendre, ça va être plus urgent, et donc leur faire sentir ce que ça donne avec les sondes à ballonner pour réveiller la sensibilité. Voilà ce qui va se passer, ça va être comme ça. Comme c'est un ballon qu'on gonfle, on peut dire au patient, ben là, en fait, vous sentez une envie,
essayer de calmer cette envie, de la faire patienter. Voilà, c'est comme ça qu'on gagne un peu du temps et qu'on gagne le délai qui normalement est réalisé par la poche rectale. Et d'un autre côté, quand on a eu des patients dont le sphincter anal n'a pas fonctionné pendant plusieurs mois, il faut retrouver la fonction, la contraction volontaire, et ça, c'est pas toujours facile, surtout s'il y a eu de la radiothérapie. Donc là, quand on sent qu'il y a une défaillance à ce niveau-là, au toucher rectal, les gastro-entérologues, en général, nous disent ça serait bien de réapprendre, entre guillemets, à contracter le périnée, le sphincter anal. Quelquefois, j'ai des stomisés qui ont des problèmes aussi urinaires. Hein. Donc, on va aussi travailler par rapport au futur urinaire à l'effort, parce que quand on a une stomie, ça modifie aussi la posture, ça modifie la force au niveau abdominal. Donc, il y a toujours un travail à faire et ne serait-ce que de les faire respirer, c'est très rigolo. J'ai une patiente qui a une stomie là, on va lui enlever bientôt, je la prépare. Et elle s'est rendue compte que les jours où on se voyait, quand je lui faisais travailler la respiration, je lui expliquais comment se détendre, etc., le soir qui suivait, elle avait sa poche qui se remplissait beaucoup plus. C'est parce qu'en fait, j'activais son transit grâce au diaphragme, etc. Donc, on voit bien toutes les conséquences de la rééducation. Et puis, ça les sécurise d'avoir un kiné qui les accompagne parce qu'il nous voit, on discute une demi-heure, enfin, moi je reste une demi-heure avec mes patients. Donc, ça les sécurise, ça les accompagne bien. Merci beaucoup. Alors, vous sécurisez, vous accompagnez bien vos patients et il y a plein de gens sur le chat qui aimeraient bien être bien accompagnés aussi. Et ils ne sont pas tous à Montpellier. Alors, où avoir un kiné, une kiné spécialisée dans la rééducation pelvie-périnéale? Alors, ça va être le plus compliqué. Alors, j'ai mis une slide à la fin là. On a, j'ai essayé de mettre. Matt, tu peux remettre les slides, s'il te plaît? Ouais, juste la dernière. Donc, il y a l'association LAFREP, qui est une association de pelvipérinéologie. Ouais, c'est juste après, je crois. Voilà. LAFREP, c'est l'association française de rééducation en pelvipérinéologie qui existe depuis longtemps et qui entre autres, répertorie. Ils ont mis un annuaire. Où ils répertorient les kinés qui sont spécialisés en pelvipérinéologie. Mais ils font pas tous de l'anneau rectal non plus. Donc, il y a cette possibilité-là sur leur site internet. Il y a l'annuaire de la FREP. Aussi, il y a l'IPPP. C'est un institut de pelvipérinéologie. C'est un centre de formation qui est spécifique et qui fait que du périnée. Alors, ils ont plein de formations et ils ont créé un annuaire là aussi où les kinés qui ont été formés mettent en avant leur formation. Et là, on va voir s'ils prennent les hommes, les femmes, s'ils sont spécialisés en cancer, dans les cancers du sein. Donc, on a un petit peu là un annuaire avec les départements et les villes même. Et ensuite, il y a aussi, il ne faut pas hésiter, alors c'est Facebook, c'est les réseaux sociaux, mais par le biais de votre kiné. Si jamais vous avez un kiné dans votre région, qui fait que de la rééducation urogynéco, par exemple, qui traite les femmes en postpartum. C'est la base au niveau de la pelvipérinéologie. Il se peut que ce kiné puisse demander à faire partie des réseaux sociaux. Et il y en a un qui s'appelle Périnée et Rééducation, où on est regroupés tous. Et là, il peut peut-être faire un appel en disant, voilà, j'ai une patiente qui aurait besoin de rééducation spécifique anorectale. Elle habite telle région, telle ville. Y a-t-il un kiné dans le coin spécialiste? Et là, des fois, on arrive à avoir comme ça un kiné qui répond. Et on va pouvoir, c'est le bouche à oreille. Donc là, il ne faut pas hésiter vraiment à demander, même aux spécialistes, aux gastro, entérologues, des fois, souvent, ils ont des annuaires eux-mêmes, ils ont constitué un petit annuaire. En fait, nous, les kinés, on n'a pas le droit de faire de la publicité dans les pages jaunes, on n'a pas le droit de mettre en avant notre spécialité. Il n'y a que les kinés qui ont fait des sites internet et qui ont expliqué dans leur site internet ce qu'ils faisaient. Ou là, par exemple, sur internet, vous pouvez taper rééducation anorectale et peut-être ça peut ressortir comme ça aussi. C'est pas facile. Merci beaucoup pour ces relais d'informations. Donc, en fait, il y a cette recherche, enfin, ces échanges entre patients
retrouver ces annuaires de référence. Ils sont sur nos réseaux, on rajoutera l'IPPP qu'on connaissait par ailleurs, mais on ne savait pas qu'ils avaient créé un annuaire, donc on va le rajouter. Pas mal étoffé. Voilà, et l'idée d'en parler avec un kiné, par exemple, qu'on aurait pu connaître en tant que femme, par exemple, pour la naissance de ses enfants et qui n'est pas forcément spécialisé, et du coup, par le bouche à oreille professionnel, de pouvoir accéder par vos réseaux professionnels. Du coup, en fait, je voulais vous poser une question autour, est-ce qu'il y a, voilà, dans l'histoire des patients et des patientes, est-ce qu'il y a des facteurs de risque particuliers ou plus importants? Est-ce qu'il y a des, en tant que personne, se dire, bah tiens, je ne sais pas, moi, ma mère avait des problèmes de prolapsus, ou j'ai eu 4 enfants, ou j'ai eu telle situation. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque à avoir plus de problèmes j'allais dire, en post-op ou en… voilà, est-ce qu'il y a des choses à connaître pour éventuellement, bah, du coup, en parler à son gastro, son onco, son chirurgien, son gynéco et peut-être être orienté plus rapidement. Nous, on observe qu'il y a peu de patients qui accèdent à une kiné spécialisée comme la vôtre. Donc, voilà, est-ce qu'il y a des recommandations particulières pour certains, certaines? Alors, vous parlez d'être plus sujet à prolapsus, par exemple? D'être plus sujet, par exemple, je suis soignée pour un cancer colorectal ou pour un cancer gynéco. Est-ce que dans mon histoire personnelle, il y a des choses qui peuvent augmenter mon risque, enfin, ou le besoin d'avoir de la kiné? Ouais, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, quand on fait le bilan, lors du bilan, on va poser la question de savoir comment se sont passés quand il y a eu des antécédents obstétricaux, savoir un petit peu comment ça s'est passé, parce que il y a le cancer d'un côté, mais il y a la vie qu'on a eue aussi qui peut avoir une incidence. Donc on va retrouver quelquefois des descentes d'organes parce qu'il y a eu des patients qui ont été constipés chroniques toute leur vie. Et en plus de ça, on va les retrouver avec soignés pour un cancer colorectal opéré. Donc là, on va avoir plusieurs facteurs qui vont générer une rééducation plus ou moins compliquée. Après, il n'y a pas forcément de lien. Hein. Je veux dire, ça dépend de la vie qu'on mène. Hein. Ça dépend du travail qu'on fait. Et après, il y a les facteurs génétiques. C'est vrai que souvent, moi, je pose la question, est-ce que votre maman a eu des descentes d'organes? Est-ce que votre sœur? Ou voilà, c'est tout comme on pose la question, d'ailleurs, dans le cancer colorectal, hein, pour être suivi, faire une coloscopie. Sur le prolapsus anorectal, puisque tu posais la question, Laure, il y a quelque chose qui est important et il faut justement arrêter, il faut casser le tabou, il faut en parler. J'ai attendu donc 51 ans pour que Madame Dumas m'apprenne à déféquer correctement, si je puis me permettre. Puisqu'en fait, du coup, j'avais des selles, moi, qui ressemblent à cette pâte chocolatée dont je ne citerai pas la marque, très épaisse. Et donc, j'avais l'impression que pour l'exonérer, il fallait tout le temps que je pousse énormément. Donc, très mauvais pour mes muscles, très mauvais pour mon périnée et surtout risque de prolapsus à un moment ou à un autre. Alors qu'il y a des techniques, justement, on en a parlé, de respiration qui permettent d'évacuer ça de façon beaucoup plus simplement et de façon beaucoup plus soft sans avoir un risque surajouté derrière. Oui, là, c'est sûr, ça peut provoquer des… C'est-à-dire que le patient, il fait comme il peut. Il s'adapte, en fait. Il n'a que cette solution. Il va trop souvent aux toilettes, il veut vider plus. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse. Sauf que la poussée, c'est pas inné. Tout le monde ne sait pas bien pousser. Et c'est pour tous ces risques-là, justement, si je vérifie toujours comment les gens font, mais moi j'essaie de donner des conseils pour éviter d'aggraver, en tout cas, qu'on n'ait pas d'autres problèmes après derrière. Donc oui, ça s'apprend. Alors, il y a des petits trucs, enfin, juste avant que tu poses une question, est-ce on peut retrouver, je ne sais pas moi, un petit livret qui dirait comment bien faire, quoi? Parce que je pense qu'on est assez nombreux à pas avoir eu de cours particuliers sur comment faire. Ouais, des livrets, je sais plus. Il faut qu'on le construise, c'est un beau projet. Ouais, ça peut être intéressant. Il y en a qui en ont fait pour les enfants aussi, notamment pour expliquer aux enfants comment il fallait aller faire pipi et comment il fallait faire caca. Donc ça existe pour les enfants, mais pour les adultes, je crois que les sages-femmes aussi avaient fait, les baleines bleues, je crois, elles avaient fait des posters où on retrouve des conseils, comment s'asseoir, comment respirer, respecter l'envie.
Voilà, il y a quand même des petits posters qu'on peut retrouver là-dessus, mais ça pourrait être intéressant de le mettre en place. Alors moi, j'ai une question d'un autre ordre. Beaucoup de gens qui sont là sur le fil ont été opérés il y a quelques années, ont des problèmes résiduels, etc. On leur avait pas forcément proposé de la kiné parce que c'était peut-être pas dans les standards à l'époque. Est-ce qu'il est toujours temps de faire de la kinésie, de faire appel à un kiné, même quelques années après, etc. Même plusieurs années après, oui, on peut toujours. Ça vaut le coup de toujours faire, en tout cas, une évaluation, un bilan, quoi, et voir jusqu'où on peut accompagner. C'est ce que je disais, c'est que chaque cancer est différent. Les gens cicatrisent pas tous pareil. Il y en a qui cicatrisent pas assez, d'autres trop vite. Donc, du coup, dans ce qui reste, même plusieurs années plus tard, ça reste un tissu vivant. Donc, évidemment, si c'est très ancien, après, ça dépend. La peau, enfin, les tissus, s'ils sont très cartonnés, on va pas, avec la kinésithérapie, on a nos limites quand même. Mais ça vaut le coup de quand même peut-être faire un bilan et évaluer un examen clinique. Et déjà, peut-être, des fois, ne serait-ce qu'on a l'impression de ne pas être contracté et on s'en rend pas compte. Et juste d'expliquer la respiration, ça peut aider. Enfin, il n'y a pas de règle, mais oui, ça peut aider même plusieurs années plus tard. Hein. Et du coup, la question, c'est à voir avec son gastro, sa gynécologue, si on est une femme. Oui, n'importe quel médecin peut prescrire les séances de kiné. Ça peut être le généraliste, gynéco, gastro, enfin, celui qui va y être sensible, quoi, en fait. Mais celui à qui on va pouvoir en parler plus facilement aussi. Alors, une question, on ne peut pas prendre des questions trop personnelles, hein, donc on ne peut pas rentrer dans l'histoire et le dossier de chacun, mais là, on a une question d'une personne qui a une stomie et qui a des soucis de sténose. Et la question, c'est de savoir, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire si, voilà, pour améliorer la situation. Est-ce que là, justement, certains exercices particuliers peuvent aider? Pour la sténose, c'est ça. Alors, d'abord, il y a la sténose, il y a la chirurgie, hein, surtout, hein, puisque quand il y a une sténose vraiment très importante, c'est le chirurgien sous anesthésie générale qui va vraiment faire une dilatation. Et ensuite, bah, c'est dans les semaines qui suivent, il faut voir que la sténose ne se referme pas. Et c'est là où on a l'utilisation, quelquefois, des bougies. Hein, donc, elles ont différents diamètres. Et ben, les patients doivent tous les jours la faire passer pour éviter que ça se re-sténose. Mais ben, là, c'est pareil. Hein, chacun a une cicatrisation différente. Et ça arrive qu'il faille faire des fois plusieurs dilatations. Mais des fois, ça ne marche pas. Et donc, du coup, c'est dangereux, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas rétablir une continuité avec une sténose, parce qu'il y a un risque. Il y a un risque de... je cherche. Il y a un risque de... Aidez-moi. Je ne sais pas. De blocage intestinal. D'occlusion. D'occlusion, merci. Je cherchais les mots là. J'étais loin. D'occlusion ou de subocclusion, et ça fait très très mal. On ne peut pas se permettre de provoquer ça. Voilà. Donc les chirurgiens, avant de remettre en continuité, ils vont évaluer la sténose, et une fois qu'elle est bien, enfin qu'elle est bonne, ben, en fait, il faut que les selles passent, et ça évite qu'elle se referme. Mais des fois, ça se referme trop vite. Très bien. Il y a une question en fait intéressante. Est-ce qu'il y a un nombre de séances type? Est-ce qu'on peut avoir un suivi dans le temps, j'allais dire indéterminé en fonction de ses besoins, ou est-ce que... Ouais, il n'y a pas de vrai, c'est vrai qu'en kinésithérapie, on commence à nous brider un peu sur le nombre des séances, mais la kiné périnéale ne fait pas partie des séances qui sont pour l'instant surveillées en nombre. Donc, si le médecin ne marque pas le nombre, évidemment, on a bien sûr un délai. Hein, on ne va pas faire sur la même prescription 50 ou 60 séances, mais disons que si le médecin ne marque pas de nombre, on fait au rythme où on veut. Et voilà, moi, j'en fais en général qu'une fois par semaine. Hein. Bon, après, ça dépend où les gens habitent, s'ils sont loin. Mais il n'y a pas de délai. Hein, ça peut être fait à distance. Voilà. Le périnée, on peut le rééduquer à tout moment. Cyril, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter?
Alors, j'ai quelque chose à rajouter par rapport au titre de ce webinaire qui s'appelle donc Focus sur les bienfaits de la kinésithérapie. Là, on a été très focus et c'est Oui. normal et ça m'intéresse particulièrement également sur tout ce qui était pelvie-périnéale. Mais il ne faut pas négliger non plus la kiné pour tout ce qui est justement les douleurs neuropathiques périphériques locales, par exemple, liées à de la chimiothérapie, enfin la toxicité de la chimiothérapie et des effets négatifs de la radiothérapie. Et typiquement, des drainages lymphatiques manuels ou des massages et de la resensibilisation en fait, des tissus vont être d'une grande aide pour améliorer votre qualité de vie. Et donc tout ça, puisqu'on parlait vraiment de la kiné au sens large, là on a fait un gros focus, mais c'était normal, c'est Mars bleu, tout ça, donc on est orienté, et du coup, ça va être vrai pour les autres cancers, poumons, seins, etc. etc. Oui, là, on s'est focus cancer colorectal, mais tous les cancers gynéco, poumons, seins, ça va être toutes les symptômes que je vous ai, dont j'ai évoqués là, on peut les traiter. Voilà, quel que soit le cancer, on peut améliorer. Alors, c'est vrai que du coup, ça me fait penser que c'est avec nos deux autres réseaux, seins, poumons, gynéco, on a fait et on va continuer à faire des webconférences autour des soins de support et notamment de la kiné. Je trouve très intéressant de peut-être prévoir quelque chose qui serait transverse autour de la kiné pour justement certains problèmes type neuropathie. Ça, c'est pas tellement connu et il me semble que vu que ça existe malheureusement pour beaucoup de suites de traitements, ça pourrait être intéressant à préciser pour améliorer les situations des patients. Alors, on a parlé aussi d'une chose au début de l'introduction de cette webconférence, c'est l'impact de tout cela, notamment pour la vie intime et la sexualité des personnes. C'est archi tabou, donc dans le monde du cancer colorectal, mais même dans des cancers où c'est une évidence comme la gynéco. Justement, Cyril et Colette qui sont là ce soir et avec l'aide d'autres patientes dans leur déclinaison dans d'autres cancers, propose des enquêtes autour de où on propose donc aux patients et aux patientes de partager de façon anonyme, bien entendu, leur expérience. Et ces résultats vont nous permettre au printemps de rendre compte de ces situations particulières et qu'on soit plus précis en fait sur comment ça se passe pour les gens, leurs difficultés, comment on peut les aider et qu'on puisse tous ensemble et avec notamment les kinés travailler à des programmes d'accompagnement encore mieux adaptés. Donc, je vais vous mettre les liens pour ces enquêtes donc dans le cancer colorectal et le cancer gynéco, parce que je sais qu'il y a quelques personnes touchées par ces cancers gynéco qui sont là aussi ce soir. Super, merci. Et puis, n'hésitez pas à répondre, ça va permettre justement de bouger les lignes par rapport à tout ça, et ça va faire écho à ce qu'on a dit ce soir, c'est que la kiné, à ce niveau-là aussi, peut aider et vraiment améliore la qualité de vie, et pas que la qualité de vie physique, du coup, ça a un impact sur la qualité de vie psychologique, et tout ça fait un tout, et un patient mieux dans sa vie, mieux dans son corps, sera soigné et avancera beaucoup plus vite dans son parcours de soins. Alors, Colette a posé une question et elle nous a dit qu'on n'avait pas pris sa question. Désolée Colette, on n'avait pas vu. Alors, recommandez-vous l'utilisation du stimulateur pour maintenir les bienfaits suite à la kiné périnéale? Alors, si on parle de l'Urostim 2, oui, c'est un stimulateur qui fait l'électrostimulation, c'est ce que j'expliquais. Mais il y a plusieurs possibilités pour l'utiliser. Alors, je ne sais pas si elle parle de l'électrostime pour renforcer les muscles avec une sonde ou si c'est l'Urostim à visée TENS. Alors, le TENS, c'est un courant qu'on met au niveau de la jambe et c'est une stimulation du nerf tibial postérieur. Alors, je ne sais pas, il fait les deux. Donc, mais ça fait partie, oui, de ce qu'on va pouvoir faire à la maison. Donc oui, moi, ça m'est arrivé de le faire utiliser à des patientes qui ne pouvaient pas venir me voir parce qu'elles habitaient trop loin. Et bon, pas dans le cadre d'un cancer, mais c'était avant une chirurgie de prolapsus.
Et donc, elles ont pu continuer un petit peu leurs exercices, à les motiver à faire mes exercices avec la stimulation. Voilà. Donc oui, c'est bien. Mais toujours pareil, comme on disait, il faut placer bien la sonde. Moi, j'aide des patients à bien placer la sonde, bien brancher, bien régler la machine. C'est pas quelque chose ça se fait pas seul, quoi. Enfin, c'est bien de le faire accompagner. C'est sûr, ça ne doit pas être simple. Et du coup, c'est prescrit souvent en location au départ par le médecin. Et quand ça marche bien, il peut être remboursé par la Sécu. Alors, on a une question, Laure, de Anne sur les neuropathies périphériques, mais on vient de se dire qu'on allait sûrement faire une émission complètement dédiée. Donc, Anne, vous serez bien sûr conviée, on vous enverra une invitation, mais je pense que c'est compliqué de traiter le sujet rapidement ce soir et on fera une réunion complètement dédiée. Oui, mais juste, ça pourrait être intéressant de savoir si c'est quelque chose qui serait spécialisé. Vous voyez, est-ce que neuropathie et kiné, ce serait quelque chose de spécialisé ou finalement, il y a une formation que tout le monde peut avoir? Parce que ce qui est du côté patient important et pour nous aider à relayer des informations pertinentes sur nos réseaux, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qui est un peu le socle commun. Par exemple, on peut tous faire quasiment de l'activité physique, etc., avec tel ou tel. Bon, enfin, encore que là, il faut aussi s'assurer que c'est adapté à ce qu'on fait. Mais toutes ces sous-spécialités, comme vous dites, vous ne pouvez pas toujours en faire la publicité et en même temps, nous, on a besoin de savoir que ça existe à minima. C'est intéressant de savoir un peu les sous-groupes et en fonction des difficultés qu'on peut avoir, qu'on puisse demander une orientation particulière, quoi. Ben là, c'est pareil, hein, je pense, Cyril. Je pense que là, il faut vraiment quelqu'un qui soit spécialisé. Hein. Là, je suis en train de réfléchir, mais... On va creuser la question pour une prochaine question. Alors, spécialisé, je pense qu'il faut faire attention. N'oublions pas qu'à partir du moment où on a un cancer, les cellules cancéreuses peuvent se promener dans le circuit lymphatique. Donc, on ne fait jamais de drainage lymphatique post-cancer sans avoir l'avis de son oncologue. L'avis du médecin, jamais. Et tous les massages, je vous ai parlé de massages. Tous les massages. Et malheureusement, si on a un cancer métastatique, on ne fait pas ce genre de choses. On fait attention. Ça risque au contraire d'envoyer des trucs partout. Donc, demandez vraiment l'avis à votre oncologue. Oui. Sur les spécialités, je reviens sur les spécialités, donc sur le pelvipérinéal dont on a parlé aujourd'hui, pour les personnes qui seraient atteintes du syndrome de résection antérieure du rectum, c'est-à-dire on leur a enlevé le rectum, donc c'est reconnu avec une dysfonction de la vidange, ça s'appelle le syndrome du Lars. Et c'est vraiment un terme qu'il faut employer avec votre gastro-entérologue, avec votre médecin, avec votre kiné, parce que ça va vous donner accès justement sans que la personne, votre médecin traitant, se dise « Oui, bon, c'est quoi cette kiné qu'elle veut faire, cette personne ?» À partir du moment où vous dites Lars, en général, clac, directement, on vous envoie vers ce genre de solution dont on vous a parlé ce soir. Lars, L-A-R-S. Et du coup, si vous cherchez des kinés, là, il faut vraiment un kiné spécialisé en anorectal. Voilà, ça c'est important. Et donc, dans l'IPPP, la FREP, c'est le terme qu'on va devoir retrouver, c'est l'anorectal. Voilà. Là, c'est important qu'il soit spécialiste. Ok, on note tout ça précieusement et on aura donc bien sûr dans quelques jours, le temps que tout ça se produise, les replays qu'on pourra mettre à disposition. Donc, vous retrouverez notre intervention de ce soir et on mettra à jour bien comme il faut tous les liens. C'est l'occasion de mettre peut-être les rendez-vous à venir des prochaines webconférences bleues. Alors, la prochaine, je meuble, c'est le 20 avec le professeur Pierre-Laurent Puig et le professeur Thierry André. Et la toute dernière, où on aura le plaisir de retrouver Cyril, c'est sur la stomie avec un chirurgien de Gustave Roussy, une stomathérapeute, et donc Cyril qui viendra nous parler également de la stomie.
Voilà, donc je vous mets celui de la semaine prochaine, donc plutôt autour des médicaments et de finalement mieux comprendre les différentes caractéristiques des différentes maladies, parce que il y a des sous-groupes avec certains qui peuvent avoir du coup, en fonction du type de maladie, des thérapies ciblées, de l'immuno, etc. Donc essayer de mieux comprendre tout ça, faire aussi un pas vers les innovations à venir, etc. Et puis donc la conférence autour des quand est-ce qu'on, avec les explications d'une chirurgienne, donc quand est-ce qu'on a besoin, enfin les types de chirurgie et quand est-ce qu'on a besoin de recourir à une stomie, avec voilà, ce deuxième lien que je vous mets, parce qu'à chaque fois, il faut que vous vous inscriviez, n'est-ce pas? Donc, on vous invite à le faire dès ce soir, à nos différents rendez-vous. Et puis, Cyril, on a une invitation exceptionnelle à la Cité des Sciences et de l'Industrie, en satellite de l'Expo Cancer, le lendemain. Est-ce que tu veux nous en dire 2 mots? Là, on vous invite sur place ou en ligne, donc c'est très moderne, c'est hybride. Donc, la dernière session de webinaire sera sur la stomie. Et le lendemain, donc en parallèle de cette exposition qui est à la Cité des Sciences et de l'Industrie à la Villette à Paris, nous allons lancer officiellement un projet porté par Patients en réseau et Mon réseau cancer colorectal qui s'appelle Ma vie avec la stomie, où nous avons filmé, il y a 17 petits films à peu près, des patients qui ont témoigné de leur vie, de leur quotidien, alors que ce soit de l'annonce le jour où on leur a dit qu'ils auraient une stomie, que ce soit de leur voyage en avion, en train, de leur retour au travail avec une stomie. Et nous allons lancer officiellement cette série de vidéos, dont déjà 2-3 épisodes sont disponibles, mais enfin c'est surtout le teasing, l'annonce et les patients sur notre réseau et sur tous les bons sites web de la planète. Voilà, donc on Rendez-vous communiquera. en présentiel ou en distanciel le 28, voilà, c'est ça, le 28 mars à partir de 16h si ma mémoire est bonne. Voilà, toutes les infos sont dans le lien de notre petite billetterie en ligne, donc où vous retrouvez les horaires, etc. Il faut vous inscrire juste pour qu'on ait une idée, voilà, de qui vient sur place, et puis vous accéderez au lien sécurisé de cette webconférence qu'on co-organise avec la Cité de la Santé à cette occasion. Voilà. Eh bien, super. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et tous une belle soirée et à très bientôt, j'espère, lors de nos autres webconférences. Merci Cyril, merci Madame Dumas et à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.